Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode de Bleach, l'épisode 32. On est très content de vous retrouver. Vous êtes nombreux à nous avoir vus ce week-end en convention à la Mani Manga. On s'est fait un petit plaisir de vous retrouver là-bas et on se fera un plaisir également de vous retrouver à Toulouse pour la prochaine convention. Yes, la TGS du coup les 30 novembre et 1er décembre. On y sera du coup tout le week-end, donc n'hésitez pas à venir. On est rarement dans le sud, c'est l'occasion de venir. On ne sait pas si on y retournera de sitôt, donc voilà, n'hésitez pas à prendre une journée ou deux et puis à venir nous voir. On passera un bon petit moment ensemble, ça sera sympa. On vous attend nombreux et ceci étant dit, n'hésitez pas si vous avez envie d'acheter vos mangas Bleach à le faire chez notre partenaire Côté Manga. Les liens sont dans la description. Et c'est parti pour cet épisode du coup 6, c'est l'équivalent du 6e épisode de cette 3e partie de la Grande Guerre de Bleach. La Grande Guerre qui correspond au chapitre 625 à 628 du manga Bleach que vous avez peut-être lu. D'ailleurs, si vous l'avez lu avant d'avoir vu cet épisode, n'hésitez pas à nous donner vos avis par rapport à cette adaptation qui était très attendue depuis des années. Du coup, dans cet épisode, on a nos Shinigami qui vont monter évidemment au palais du roi spirituel, mais également Ichigo via un stratagème qu'on va vous expliquer dans quelques minutes. Et finalement, en fin d'épisode, tout le monde arrive là-bas. Yhwach a fait état de son nouveau pouvoir, à tel point qu'il a construit un nouveau palais. Voilà pour le résumé extrêmement bref, parce que Brief c'est le docteur Brief, rien à voir, c'est lui, de cet épisode. Ouais, du coup épisode qui est divisé en plusieurs parties, puisque comme tu l'as annoncé, tout nous dirige vers ce final où tout le monde est présent devant le roi dans ce nouveau royaume, nouveau palais qu'il a construit. Donc première partie, on retrouve du coup tous nos Shinigami, donc ils sont en train de générer avec leur Reiatsu de quoi créer ce portail. Donc on retrouve voilà, Renji, Rukia et tout le monde. De l'attrapage de boules, j'ai envie de dire, puisque on vous l'avait signalé dans le précédent épisode. Dans le manga, il y avait ces sphères qui permettaient de récolter l'énergie spirituelle des sphères données par Urahara. Mais elle n'était pas présente dans l'épisode précédent, ce qui est assez étonnant, puisque la petite note d'Atsushi nous dit bien que c'est des sphères qui permettent normalement de réunir cette énergie et donc de créer le portail. Or, dans l'épisode précédent, il n'y avait pas les sphères, le portail se créait déjà, ce qui était assez bizarre. Là, on reprend tout à zéro, les Shinigami prennent les sphères, mettent leur énergie spirituelle et le portail va s'ouvrir. Heureusement, ils sont bien aidés par l'invention de Mayuri qui est un amplificateur en fait d'énergie spirituelle, parce que ça ne suffisait pas. Visiblement, l'énergie de tous les capitaines restants, plus les lieutenants qui étaient là. Ouais, heureusement qu'il y avait cette machine-là. Bon, ils attendaient normalement aussi, je pense, dans les comptes, parce que Mayuri dit « Je savais pas que vous alliez avoir besoin de ce stratagème-là et tout », parce que Urahara lui dit « pourquoi tu nous dis pas t'as des astuces comme ça dans les tuyaux ?» Bon, effectivement, normalement, il y a Ukitake, qui a un Reiatsu incroyable. J'ai bien cru le temps d'un instant qu'on allait devoir avoir l'intervention de notre cher Aizen, mais il n'en est rien. C'est l'amplificateur de Mayuri qui a fait le taf sur la nécessité de rassembler ce Reiatsu. Moi je suis étonné quand même, parce que vu les fous qu'il y a en présence, leur Reiatsu ne suffit même pas à créer le portail. J'étais assez étonné qu'il faille avoir recours finalement à un amplificateur à la machine de Mayuri. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et puis en parallèle de ça, on a un autre procédé, puisque débarque Grimmjow, vous l'avez vu à la fin de l'épisode précédent, de l'autre côté, là où on est du côté de la division 0, vous savez. Le quartier, non pas des plaisirs, on n'est pas dans Demon Slayer, mais de la division 0. Grimmjow rejoint la team, alors lui, évidemment, il dit « Mais oui, c'est pour défendre le Wekumondo et tout, moi, que je suis venu, c'est pour tuer Kurasaki Ichigo et tout, je l'aime pas. » D'accord, bon, c'est, comment dire, un allié de fortune, on va dire ça comme ça. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, tu vois, c'est ça. Vu qu'il est ennemi de... Ils sont tous ennemis de Yhwach, forcément, vu qu'il veut briser tous les mondes. Un nouvel allié de fortune, mais pas seulement lui, puisqu'on a aussi Liluka et Yukio qui débarquent. Des personnages qu'on prend plaisir à retrouver, mais également Neliel, et il y a un petit contentieux entre Neliel et Grimmjow en mode ouais mais moi je suis plus gradé que toi, etc. Lui il fait on s'en fout, Aizen n'y est plus parmi nous et tout, donc ça compte plus les grades et tout. Tu vois, il y a un
une petite friction là à ce niveau-là. Mais on retrouve des personnages qu'on aimait bien dans le passé de Bleach et qui vont nous aider dans ce combat, dans cette bataille contre Yhwach. Ouais, bah, je suis très content parce que j'aimais beaucoup le personnage de Grimmjow. Je trouve qu'il apportait une certaine consistance très shonenesque, je trouve, dans Bleach. Je suis content de le retrouver. Et très content et très surpris de retrouver Neliel parce que c'était une fille, mais un des personnages de Bleach que j'ai beaucoup aimé au Ekomundo. Et du coup, retrouver les deux, j'étais content. Et alors, les deux lurons, pareil. M'attendais pas à ce que tout le stratagème et la stratégie de comment se déplacer sans être vu puisse dépendre de deux personnages qu'on n'avait pas vus depuis v'là pas le temps qui est passé. Ouais, pas mal hein, le stratagème. Alors on va attaquer du coup via une boîte qui va traverser le Garganta. C'est un espace du coup peut-être par lequel on les attend pas, en tout cas du côté du palais du roi spirituel, ou de l'ancien palais du roi spirituel, on va dire ça comme ça. Ça permettra à Yoruichi et les autres d'arriver pile là où elle a placé une balise. Balise d'ailleurs qui a son importance, puisque à la fin d'épisode, vous avez remarqué qu'il a créé un nouveau royaume, en quelque sorte, il a créé un nouveau château, avec une nouvelle ville même carrément, intitulée Warwelt, qui veut dire, dans les notes d'Atsushi, ça doit être écrit le vrai monde en allemand. Et ce palais, cette ville, sont tellement impressionnants et, comment dire ça, une surprise pour tous ceux qui débarquent là-bas, donc à la fois les Shinigami via leur portail, mais à la fois le groupe d'Ichigo via la boîte de Yukio, qui ne croit pas arriver au palais du roi spirituel, mais c'est bien l'endroit, puisqu'il retrouve la balise de Yoruichi. Donc il a reconstruit totalement un palais. Je vais te dire, ce passage-là, c'est pas le passage qui m'a le plus plu de l'épisode, pour le coup. C'est un épisode que j'ai beaucoup aimé, de par, peut-être pas autant que le précédent quand même, hein, mais de par tous les personnages qu'on retrouvait, de par cette stratégie qui se mettait en place. Je les trouve plutôt bien pensés, les portails d'un côté, et de l'autre côté, passer par le Garganta, dans une boîte, etc., faire appel à d'anciens personnages et tout. Mais le fait d'avoir cette présentation, ils arrivent là-bas, le gars il nous refait une ville, il nous refait un palais. Bon, en gros c'est le scénario qu'on avait eu dans la première partie de cette saison-ci, où il nous avait fait une ville, il nous avait fait un palais, il nous l'avait imposé au CLT en gros, il nous refait pareil quoi finalement. En termes de scénario, hein, je parle. Après je sais pas s'il en refait un, de ce que j'ai compris, alors ou alors j'ai mal compris, dites-nous dans les commentaires, avec respect bien entendu, je précise parce qu'on pourrait se prendre des différences, mais est-ce qu'il a pas... tu sais, on nous a toujours dit que le monde des Quincy vivait dans l'ombre du CLT, des Shinigami. Et quand à un moment donné, ils sont en train d'ouvrir le portail et que tout est en train de bazarder et on voit toutes ces mouches et tout, ils sont en panique en mode ouais, faut faire quelque chose que ça va vite. Est-ce qu'il n'est pas justement à ce moment-là en train de déplacer son monde qui était jusque maintenant dans l'ombre du CLT pour être cette fois-ci à la place du Leokyu, donc du palais divin. Il a pas recréé, en fait, il l'a déplacé, plus il s'est servi mais il a fait les deux. Du totem. Là, pour moi, il a fait les deux, de ce qu'on voit dans l'animé. Déjà, il est même plus dans l'ombre du CLT, parce que rappelle-toi, il l'avait sorti de terre, et c'est pour ça que je dis que c'est une redite scénaristique. Hein. Il était plus dans l'ombre du tout du CLT, puisqu'il avait déjà sorti son palais. Son palais, son monde, sa ville avait pris la place déjà du CLT dans la saison dernière, mais là tout était tombé en ruine, il y avait eu des combats, rappelez-vous, et il a pris les ruines, elles sont montées au palais du roi spirituel, et à partir de ça il a construit sa nouvelle ville, de ce qui me semble, mais il a fait pousser un château qui n'était pas là, enfin on le voit nouvellement pousser, donc il a utilisé ses nouveaux pouvoirs. C'est aussi un stratagème pour nous dire que ses pouvoirs sont si immenses qu'il peut se permettre de faire ça, etc. D'accord. Maintenant, ça fait un peu... alors, je sais pas si c'est une parodie, une caricature, ou un gros clin d'œil, ou un hommage au shonen classique, à type Senseiya. Mais on avait déjà ce truc type Senseiya, où on affrontait un guerrier puissant, et on devait passer jusqu'au suivant, tu vois.
Déjà, l'arc de la Soul Society, c'était ça un peu, hein, c'était un peu Senseiya. Donc avec l'arc du sanctuaire, pour ceux qui connaissent. Là, finalement, on va avoir une redite de ça. Et d'ailleurs, si vous prenez le plan où on voit le nouveau palais vu du bas de Yurabara, avec ce truc en étoile, là, l'étoile des Quincy, c'est l'arc Poséidon. Avec le palais, le main Blade Winner en son centre, et les divers piliers de chaque côté. Donc il va falloir affronter, j'imagine, les divers généraux. Dans l'arc Poséidon, c'est ça, dans Senseiya. Sauf que là, ça va être la garde rapprochée de Yurabara, jusqu'à atteindre Yurabara, qui se trouvera, j'imagine, au centre du palais. Ouais, ça se dessine comme ça, avec ce clin d'œil-là pour le côté Poséidon et le côté... tu vois, on monte de plus en plus haut pour affronter les choses les plus en plus dangereuses. Voilà. Il y a cette image aussi où l'ennemi le plus puissant aujourd'hui a pris la place du roi, donc de l'entité la plus puissante, la plus haute, connue dans toute la... Tu vois, pas la hiérarchie, mais... que si tu faisais un schéma, tu placerais le palais du roi tout en haut, tu vois. C'est un peu cette symbolique, tu vois, là, il a pris la place de... C'est pyramidal, c'est ça, c'est pyramidal, c'est ça le mot que je cherchais, je te remercie. L'escalade, on va dire. Il y a aussi un truc à prendre en compte avec ce palais, hein. Il est important quand même malgré tout, il n'est pas là que pour faire beau et avoir un décor. C'est aussi un monde où le nouveau roi, Yurabara, régit totalement le Reishi. Donc, c'est-à-dire que nos Shinigami ne pourront pas utiliser leur énergie spirituelle comme ils le souhaitent. Et ça, c'est problématique, mais c'est déjà un truc qu'on avait vu aussi dans la saison dernière. Donc, finalement, ils vont combattre encore en milieu hostile, peut-être avec des restrictions, qu'il va falloir lever, peut-être. Ouais. Est-ce que, du coup, depuis, on va avoir l'intervention d'un Mayuri qui va réussir, à un moment donné, à avoir un outil ou quelque chose permettant à nos Shinigami de... contrecarrer ce blocage, tu vois, pour vraiment profiter d'un combat, d'un vrai combat, quoi. Parce que bon, si on n'a pas nos Shinigami à fond, si on n'a pas du Byakuya, si on n'a pas nos capitaines et ou persos qui peuvent se donner à fond, en termes de spectacle, j'entends, ce serait peut-être moins spectaculaire, en fait. Donc il faut un plot twist, il faut un retournement de situation. Et ce qui m'étonne, on n'a pas encore la réponse pour ceux qui, comme nous, ne regardent que l'animé pour ce qui est de cette saison finale, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnages du côté d'Ichigo et les siens que du côté du roi Quincy. Donc est-ce que Yurabara ne va pas invoquer de nouveaux Quincy, puisque sinon on va se retrouver avec du 10 contre 1. Puisqu'on de notre côté, on va dire que c'est de notre côté, il y a Ichigo et toute sa team. Voilà, avec maintenant en plus de ça de nouveaux alliés, Grimmjow, Neliel. On va dire que Liluka et Yukio restent dans la boîte. De l'autre côté, du côté des Shinigami, il n'y a pas que les capitaines, puisqu'il y a aussi les lieutenants, et il y a même des gars qui sont pas lieutenants. Et en plus de ça, on a Basby et les autres Quincy. Donc ça va faire plus que du 10 contre 1, donc je sais pas trop comment ils vont gérer ça. Ouais, c'est vrai, soit il en invoque de nouveau, ou soit on va véritablement avoir une sorte de tag battle. Si c'est un tag battle, c'est peut-être ça la justification du Reishi qui est amoindri, tu vois. En mode, même les capitaines ils puent la merde dans ce monde-là, donc finalement ils sont obligés de se mettre à 10 contre 1 pour abattre ne serait-ce qu'un de la garde royale, quoi. Ouais, c'est ça. On va peut-être avoir des rapprochements logiques, tu sais, dans les puissances ou dans les trucs, quoi. Peut-être que Neliel et Grimmjow qui se foutent sur la tête, là. Tu disais, on parlait de contentieux, ils vont se donner à fond... à deux pour dire tu vois, c'est moi le plus fort et tout, mais en fait tu vois, t'as les personnes du Uekomando Commando qui vont affronter quelqu'un, tu vas peut-être avoir Ichigo et sa team qui se dirigeront vers le roi, mais peut-être interrompu par Ishida dans un premier temps, qui peut-être à ce moment-là se retournera pour aller contre le roi, on va savoir, je n'en sais rien. On verra, mais ça promet. Je suis très curieux de voir un peu comment ça va se tramer et ce qui va se passer. Kyoraku, en tout cas, tu vois, ils disent
Ouais, c'est bon, faut être motivé et tout, allez, on y va. Mais il ressent Ichigo, ça c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il nous dit, ouais, je ressens Ichigo, mais il est très loin. Et les premiers qui se ressentent, hein, c'est le frère et la sœur Yoruichi. Et d'ailleurs, il y a un petit gag avec le frère de Yoruichi qu'on voit une nouvelle fois dans cet épisode. Ichigo ne l'a jamais vu, et dans le manga, il y a une scène où carrément il l'imagine. Atsushi nous met une petite note par rapport à ça. Il imagine d'abord en gros musclore, et la page suivante, je vous la mets, il imagine en chat. Bon bah c'est pas du tout à ça qui ressemble, hein. C'est à ni l'un ni l'autre pour le coup, mais l'information là-dedans c'est que Ichigo est très loin de Kyoraku, donc le palais doit être vraiment immense, hein, le truc qu'il a fait ériger Yurabara, parce que pour que Kyoraku il fait je ressens le Reiatsu d'Ichigo, mais il est plutôt loin et tout, vas-y on va se taper et tout. Je me suis dit oula, il est loin. Il est peut-être à l'opposé, tu sais. Vous savez, sur ces espèces de... Comment dire, il y a des sortes de ponts, de villes qui se... Il est peut-être totalement à l'opposé, en fait. Et on en parle du look de Yurabara avec sa tête qui a pris le pétrole. Ouais, tout le pétrole de l'Arabie Saoudite, le gars, et il a mis des yeux comme ça, donné... Ouais, je sais pas. On peut en parler, hein, parce qu'à un moment donné, dans le manga, tu sais, il y a une scène où ils sont tous assis, en train d'attendre que Yurabara puisse maîtriser ses nouveaux pouvoirs après avoir absorbé entièrement le roi spirituel. Il a ses yeux et tout. Et au moment où on voit sa nouvelle apparence avec tous ses yeux dégueulasses et tout, tout le monde flippe. Et là, il casse toute la pièce. Donc il n'est plus question de fauteuil et tout ça. Et c'est là qu'on a la scène qu'on a dans l'animé où tout le monde se rattrape à ce qu'il peut, à des morceaux de palais qui flottent, etc. Dans l'animé, on n'a pas la scène où tout le monde patiente. On a directement Yurabara qui est devant le roi spirituel, qui est en mode pétrole. Et il fait waouh comme ça. Et il y a tout qui se casse autour de lui. Mise en scène différente. C'est intéressant. En tout cas, si t'aimes le pétrole, ouais. Moi, si t'aimes le pétrole, c'est spécial. Je sais pas me prononcer. Je sais pas si je préférais son look normal, mais avec plusieurs yeux entre guillemets. Tu vois, qui était déjà une évolution visuelle. La forme est spéciale. Elle est plus monstrueuse. Ouais, ils le disent. Hein, ils flippent d'ailleurs les sbires, on va dire. En tout cas, il y avait quelques scènes comiques aussi dans cet épisode, dans la boîte, notamment avec Ganju. Le truc jeu vidéo est plutôt bien senti, ne serait-ce que pour distiller quelques explications sur le fonctionnement, hein, comment on passe du coup dans le Garganta. Également les bruitages de jeux vidéo à l'arrivée du cube tout en haut. Bing boum, et on a un petit bruitage. C'était pas mal. Et puis j'ai bien aimé aussi quelques effets de la réal dans cet épisode, notamment en tout début. Donc j'ai été plongé dedans, on peut pas dire que j'ai été sorti à un quelconque moment, même sur la phase Senseiya de la fin, donc c'était plutôt cool en termes de réal. Ouais, j'ai bien aimé aussi, de manière générale, que ce soit la réal ou que ce soit ce que ça raconte. Je trouve que on commence à... Enfin, on commence pas, mais on est vraiment dans quelque chose d'intense et on a envie de savoir comment ça va avancer, ce qui va se passer, et c'est bien. Moi, j'ai juste hâte de voir la suite chaque semaine, donc c'est top. Et puis, je sais pas si tu avais noté, mais l'opening, j'ai un doute, mais il me semble qu'il y a de nouvelles images. Alors, les musiques restent les mêmes, hein, opening, ending, mais ending, je suis sûr, ils ont modifié les plans et les images, et ça peut donner quand même beaucoup d'indices, je trouve, sur les possibles affrontements à venir, c'est-à-dire quel Shinigami va être plus investi d'un rôle, contre quel Quincy. Même du côté de Ichigo, Inoue et tout ça, ça donne quand même pas mal d'indices. Bon, il y en a une qu'on voyait déjà, outre tous les personnages qu'on voit là, on a pas mal de Shinigami en avant depuis le début de cette troisième partie, on va dire. Outre tous ces capitaines et même les Vizards qui sont arrivés, Hyoli et les autres, il y en a une qui est pas du tout en avant, qu'on voit absolument jamais, c'est Nemu, Kurotsuchi Nemu, qu'on voyait déjà dans l'opening avant. Donc je l'attends, ça je l'attends parce qu'elle combat jamais, j'ai hâte de voir son combat, donc je pense qu'elle va avoir un rôle à jouer. Et qu'elle va pas mourir, j'espère. Ça serait bien. Bah, ça serait bien. Elle se fait déjà suffisamment... malmenée. Malmenée. Ouais. Malmenée c'est le mot.
Voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous avez vu, il y a pas mal de choses, malgré le fait que ce soit un épisode de transition en quelque sorte, puisqu'il nous permet de faire un petit voyage pour arriver à destination. Et on se retrouve très vite sur la chaîne de Léo et Max, on fait des bisous les amis. À la prochaine. Ciao. Tchuss.